messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École. e-École, c'est l'école chez vous du lundi au vendredi sur ITV. Mais avant de commencer le cours, le chiffre sur le coronavirus, 14 nouveaux cas testés positifs, 108 personnes sous traitement, 11 guéris, respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires, lavage des mains, distance de 2 mètres et surtout, restez chez vous et suivez e-École. e-École, aujourd'hui, nous allons faire un cours de séance de la vie et de la terre avec le professeur Joseph Niane. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sarr. Merci d'être là, malgré le contexte. Nous sommes ravis de participer à votre émission dans ces temps de crise. Et un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons faire un cours qui s'adapte au contexte, parce que naturellement, les élèves qui sont en classe de terminale devraient faire ce cours-là qui s'intitule « La reproduction chez les spermaphytes ». Spermaphytes et spermatophytes, la terminologie diffère. Mais première question, pour moi ou bien pour ceux qui nous regardent, c'est quoi un spermaphyte? Donc, spermaphyte, sperma vient du grec. Spermaphyte vient de 2 termes grecs. Sperma, qui signifie semence, et phyton, qui signifie plante. Okay. Donc, les spermaphytes, c'est des plantes qui ont des fleurs et des graines. La graine provenant, on le verra tout à l'heure, de la rencontre entre cellules sexuelles mâles et cellules sexuelles femelles de la plante. Une plante qu'on dit qu'elle serait la benjamine sur Terre, c'est avéré? L'origine de la vie sur Terre... De ces spermaphytes? Non, les spermaphytes, c'est les plantes les plus évoluées. Oui. Donc, ce ne sont pas les premières, c'est plutôt les dernières. Oui, la benjamine. Je vais dire la benjamine, oui, tout à fait. Absolument, c'est la benjamine, vu que les tout premiers êtres vivants étaient des stromatolites. Donc, c'était des êtres vivants, pour ne pas utiliser notre jargon, parce que nous parlons plutôt de prokaryotes. Prokaryote signifie une cellule dont le noyau n'a pas une enveloppe nucléaire. Ce qu'on appelle enveloppe nucléaire, c'est la boîte qui contient la molécule d'ADN. Et la molécule d'ADN, c'est la molécule dans laquelle on a écrit tout ce qui se transmet de génération en génération. C'est, entre guillemets, la molécule où la vie est écrite, entre guillemets. Oui. Et donc, c'est des prokaryotes qui sont d'abord apparus sur Terre, et progressivement, des crises biologiques sont apparues, et chaque fois qu'il y a eu de grandes crises géologiques et biologiques, les espèces qui ne se sont pas adaptées disparaissent, d'autres espèces évoluent, et chaque fois, une crise géologique et biologique s'accompagne ensuite d'innovations. Ce qu'on appelle des innovations, c'est-à-dire apparition d'êtres vivants qui sont nouveaux. Et l'une des rares bonnes nouvelles dans cette crise, c'est la dépollution. Et quand on parle de la dépollution, on pense également aux arbres, aux fleurs. Et la première partie de cette leçon-là se focalise sur les éléments constitutifs de la fleur. Quels sont les éléments constitutifs de la fleur? Une fleur a 4 éléments constitutifs. Oui. Parce qu'il y a dans la fleur des éléments reproducteurs mâles, on les appelle également pièces fertiles mâles, parce que ces éléments-là vont produire les cellules sexuelles mâles. Il y a également une deuxième partie, les pièces fertiles femelles. Les pièces fertiles femelles, c'est la partie de la fleur qui va produire la cellule sexuelle femelle. Ensuite, il y a 2 autres parties qu'on appelle les parties stériles. Stériles parce qu'elles ne produisent pas de gamètes. Il y a une partie généralement verte, on la verra tout à l'heure, qui a pour rôle de protéger les autres organes de la fleur avant l'ouverture de la fleur qu'on appelle la déhiscence de la fleur. Ensuite, il y a des pièces très colorées
qui attire la plupart des êtres vivants, parmi lesquels l'homme. Quand nous nous offrons des fleurs, c'est à cause de leur beauté. Oui. Et ce qui fait la beauté de la fleur, c'est cette pièce colorée qui a pour rôle d'attirer les êtres vivants qui vont collaborer avec la plante pour permettre à cette dernière de réaliser la rencontre entre les cellules sexuelles mâles et les cellules sexuelles femelles. Parce que la plante ne se déplace pas. Comme elle ne se déplace pas, il lui faut trouver des stratégies lui permettant d'assurer sa reproduction sexuée. Et on parle de reproduction sexuée lorsqu'il y a fusion de gamètes mâles, de gamètes femelles. Et ce n'est pas leur seule stratégie. Dans ce chapitre, on verra uniquement la reproduction sexuée qui fait appel à des cellules sexuelles, mais les plantes, certaines plantes, peuvent se reproduire sans faire appel à des cellules sexuelles. Et on parle dans ce cas de reproduction asexuée. Mâle, sexuel, stérile, une terminologie qui s'adapte à l'homme pour montrer que les fleurs sont des êtres vivants comme les hommes. Non seulement des êtres vivants. Le mécanisme, le schéma est comme le Absolument. même. Et je vais vous surprendre si je vous dis que la formation des spermatozoïdes de la plante, comme la formation de l'équivalent de l'ovule de la femme, qu'on appelle chez ces plantes-là oosphère, se fait dans les grandes lignes de la même manière. Parce que pour former un gamète, pour former une cellule sexuelle qu'on appelle gamète, les spermatozoïdes et les ovules de l'homme sont appelés des gamètes. Donc pour former un gamète, il y a un mécanisme biologique quasiment universel qu'on appelle la méiose. Méiose vient du grec méiosis, qui signifie réduction. Parce que tout simplement, le nombre de chromosomes d'une espèce doit être constant. Par exemple, chez l'espèce humaine, nous avons 46 chromosomes. Oui. Et ça ne doit pas changer. Donc, pour maintenir la constance de ce nombre de chromosomes de génération en génération, il y a toujours, pour le passage d'une génération à la suivante, la formation de cellules sexuelles. Et au cours de la formation de ces cellules sexuelles, la méiose, c'est-à-dire cette réduction du nombre de chromosomes, va intervenir pour qu'on ait des cellules sexuelles, des gamètes qui ont la moitié de notre nombre de chromosomes. Comme ça, quand papa va amener la moitié de son nombre de chromosomes, maman amène la moitié de son nombre de chromosomes par l'intermédiaire de leurs cellules sexuelles, en unissant leurs cellules sexuelles, et cette union est appelée fécondation, vous allez retrouver le nombre de chromosomes de l'espèce. Et donc, la cellule initiale qui résulte de cette rencontre, de cette fusion de ces cellules sexuelles, est appelée œuf, ou zygote, terme compliqué, et ce zygote-là va garder ce nombre de chromosomes et le transmettre aux cellules qu'elle va engendrer, on parle de cellules filles, et cela va se perpétuer jusqu'à ce qu'on ait nos milliards de cellules, nos 100 000 milliards de cellules. Et, voilà. Allez-y. Et donc, la constance du nombre de chromosomes est assurée par la méiose qui intervient avant la formation des gamètes, pour qu'on ait 23 chromosomes dans les gamètes. Ensuite, la fécondation qui rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce qui est 48. Et j'ai dit que ce processus-là se fait exactement de la même manière chez le plus illustre des journalistes et des professeurs, comme pour la mouche, la plante. Et cela me pousse, professeur de SVT que je suis, à voir une sorte d'unicité dans la diversité de tous les êtres vivants. On a beaucoup de mécanismes biologiques qui sont très très proches. Très très proches. La nature nous unit. La nature nous unit. La problématique chez les plantes, c'est qu'une plante a d'abord des fleurs avant d'avoir une graine. Absolument. Le paradoxe ou mécanisme normal? Non, c'est un mécanisme normal. Enfin, normal, en tout cas, c'est ce que la nature a prévu, ce que l'évolution a prévu. Que la plante a
avant d'avoir des graines, elle va d'abord former des organes reproducteurs. Ensuite, dans ces organes reproducteurs, interviendra cette méiose dont nous parlions tout à l'heure pour la formation de ces gamètes. Ces gamètes vont se rencontrer et donner un nouvel individu. Et donc, les plantes, comme tous les êtres vivants, s'adaptent à leur environnement, s'adaptent à leurs conditions de vie, et la plante va également s'adapter à ces conditions de vie les plantes sont essentiellement, en tout cas ces plantes supérieures, sont des plantes fixées et ne pouvant pas se déplacer, elles doivent trouver des stratégies, non seulement pour la reproduction, mais trouver des stratégies pour vivre, trouver leur nourriture et assurer leur pérennité. Je donne un exemple comme ça en passant. La plante a la possibilité, contrairement à nous, de produire toutes les substances organiques dont elle a besoin, les sucres, les huiles, les vitamines et glucides. On utilise glucides pour sucre, lipides pour les huiles, protides pour les substances chimiques proches de la viande, du poisson, des œufs, etc. Et ça, elle le fait à partir uniquement de l'eau qui est dans le sol, à partir également des ions. Les ions, c'est les sels minéraux. Les sels minéraux, c'est les substances saletés, entre guillemets, qu'on a dans le sable, et avec ce que nous ne voulons pas, ce qui n'est pas bon pour nous, le dioxyde de carbone. Elles vont prendre le gaz carbonique, l'associer à l'eau et aux éléments pris dans le sol pour transformer ça au niveau de leurs feuilles en présence de lumière en molécules organiques. Et ce sont ces molécules organiques que nous utilisons. Tous les animaux dépendent directement ou indirectement toujours de la matière produite par les végétaux. C'est pourquoi d'ailleurs on leur donne le nom de producteurs. Producteurs, sous-entendu producteurs de matière organique. Exactement. Et nous ne pouvons pas faire de la science sans pourtant faire la pratique. Une belle fleur est au tableau. Et d'ailleurs, il y a l'aspect beauté. On voit des termes comme le style, etc. Et pour faire la démonstration, professeur, que nous suggère cette figure-là? Si vous voulez, vous pouvez vous déplacer avec... les feutres, on est dans un cours virtuel, mais on s'adapte au contexte avec tous les éléments nécessaires. Et donc, on a ici une fleur, et tout à l'heure, vous m'aviez demandé quels étaient les différents éléments constitutifs de la fleur. Oui. Vous allez aujourd'hui prendre la place de l'apprenant. Oui. Il y a ici, effectivement, le schéma d'une fleur. Et vous, je vais vous sortir une fleur et vous allez m'indiquer, identifier les différents éléments de la fleur. Parce que... Ça, c'est une évaluation au premier cours. Ah non, pas du tout. Pas une évaluation. Oui. En fait, l'approche curriculaire a un peu changé. C'est l'approche par compétence, c'est ça? Voilà, oui. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par compétence. C'est-à-dire le professeur, en principe, doit être un facilitateur. Oui. Il doit laisser l'élève, lui proposer à l'élève des activités, et en résolvant ces activités, l'élève acquiert la connaissance, acquiert des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et va même pouvoir intégrer ces ressources, c'est-à-dire ces savoirs, ces savoir-faire, ces savoir-être, pour pouvoir faire face aux problèmes auxquels il est confronté dans la vie. Si je voulais te donner un exemple relativement simple de ce que nous appelons une compétence, oui, et les ressources, pour conduire votre voiture, il vous faut connaître le code de la route. Ça, c'est des savoirs. Il vous faut également pouvoir utiliser les leviers à bon escient,
freiner s'il le faut, accélérer si c'est nécessaire, klaxonner s'il y a un danger, mais également avoir de bonnes attitudes. Ce n'est pas parce que vous avez une belle voiture que personne ne doit vous doubler. Vous devez avoir également un comportement responsable. Et c'est en associant tout cela que vous pouvez quitter ici la ITV, l'immeuble de ITV, rentrer chez vous et revenir. On dira que vous êtes compétent pour la conduite. Donc, ici également, l'élève, ça c'est un schéma, donc c'est une ressource, c'est des savoirs qu'il va acquérir à partir d'ici, mais dans notre programme, on nous propose que l'élève décrive la fleur décrive la fleur et identifie ses éléments constitutifs. Donc, identifie les éléments constitutifs et décrive la fleur. Et pour cela, vous allez me permettre de retirer ici une fleur. Donc, pour mes collègues et les apprenants que je salue au passage, s'il y a une plante à côté de leur maison, ils peuvent, pour participer à ce cours, de manière active, ils peuvent soit prélever des fleurs de flamboyant, j'ai trouvé à côté le flamboyant, sinon, s'ils n'ont pas le flamboyant, il y a également une autre plante ici, qu'on appelle le cordia, qui a des fleurs rouges, et avec toutes ces fleurs, ça marche, vous pouvez vous retrouver avec ce que nous allons faire. Donc, je vous en donne une. Merci. Et je prélève moi-même une fleur. Et vous êtes aujourd'hui, Monsieur Sarr, l'élève. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, l'activité que je vous demande d'exécuter, c'est d'isoler les différentes parties de la fleur en s'appuyant sur leur forme et leur couleur. Par exemple, je vois que ces éléments-là ont une partie qui est verte. Je les isole. Comme moi d'ailleurs. Voilà. 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 OK. Voilà. Donc, on a d'abord ici des éléments qui sont colorés en vert sur l'une des faces. Ensuite, voilà. Voilà. Ensuite, on voit ici des éléments qui sont colorés et qui ont la même forme. Je les sépare également. 1, 2, 3, 4 et 5. Deuxième rangée. Ensuite, je vois ici ces éléments-là que je vais enlever une à une, un à un, excusez-moi. Voilà. Voilà. Et on est dans un laboratoire là. Oui, on transforme votre salle d'enregistrement en laboratoire des sciences de la vie et de la Terre. Voilà. Et enfin, une dernière partie que vous mettez là. Voilà. Maintenant, l'activité, vous allez, à partir du schéma que j'ai mis au tableau et de la légende, les annotations, me donner ici, identifier ici les différentes parties de la fleur. Donc, pour vous, que représentent ces éléments qui sont verts? Je pense que ce sont des pétales, sépales. Ce sont les sépales. Ce sont les sépales, oui. C'est les sépales. Oui, ce Parfait. sont les sépales. Les sépales, généralement verts. Ensuite, vous avez ici les éléments colorés. Oui. Ce sont des pétales. Des pétales, exactement. Et sépales et pétales ne participent pas directement à la reproduction, c'est-à-dire ne produisent pas de cellules sexuelles. Et on les appelle pièces stériles.
Ce sont des pièces stériles. Stériles qui ne produisent pas de gamètes. Ce sont les sépales et les pétales. Et les pétales, qui sont des pièces stériles. Des paronymes d'ailleurs, quand on parle français, comme les figures du style. Oui. Et paronyme, c'est-à-dire sépales, pétales, ça se différencie d'une seule lettre. Oui, le S absolument. et le P. Sépales et pétales, tout à fait. Et cette fleur de cordia nous permet bien de comprendre pourquoi ces pétales, l'ensemble de ces sépales est appelé un calice. Parce que vous voyez, ces sépales sont soudés. Si je ne gardais que les sépales, ça vous rappelle certains verres, certaines coupes qui sont appelées calices. Exactement. Ouais. Voilà. Et ici, là, c'est les étamines, vous les avez identifiées, il reste cette partie. Qui semble être l'élément de base où jaillit. Voilà, c'est-à-dire ici, cette partie-là que je tiens s'appelle le pédoncule floral. C'est la partie qui lie la fleur à la tige. Donc la fleur se fixe à la tige grâce au pédoncule floral. Ensuite, vous avez ici un petit renflement qu'on appelle le réceptacle floral. Oui. Et vous avez là l'ovaire, ensuite le style et au-dessus le stigmate. Je n'ai pas pu avoir le fruit du flamboyant, mais croyez-moi, si j'avais posé ici le fruit du flamboyant, si vous le comparez à ces différentes parties de la fleur, vous allez voir que le fruit a exactement la même forme que l'ovaire. Ce qui nous permet déjà de penser que peut-être, puisque les fleurs, la floraison précède la fructification, les fleurs précèdent les fruits et sont exactement à l'emplacement des fruits, on pourrait donc penser que c'est cet ovaire-là qui va donner le fruit. Et on reviendra sur le rôle de ce style et sur le rôle de ce stigmate, car, encore une fois, pour aller vite, même si je vais tordre le cou à la bonne démarche, pour que cet ovaire donne un fruit et que les ovules qui sont dans cet ovaire se transforment en graines, il faut que la poudre qui est là, dans ces renflements appelés anthères, il y a une poudre. Cette poudre est appelée pollen. Il faut que ce pollen se dépose ici et émette un petit tube qui va amener les spermatozoïdes de la plante vers l'ovule. D'où le rôle des abeilles ici. Justement, très bien, les abeilles font partie des insectes qui transportent le pollen. Oui. Et on dit que l'abeille est un pollinisateur. Absolument. Et c'est les insectes qui sont les principaux pollinisateurs, mais pour certaines plantes, comme la plupart de nos céréales, le vent intervient également pour transporter du pollen. La durée de la reproduction chez les spermaphides, elle est longue ou bien elle est courte ou bien ça se passe d'une saison à une autre? Ça varie, la durée varie, non seulement pour les différentes espèces, il n'y a pas une durée constante pour les espèces. Il y a des espèces à cycle court, des espèces à cycle long, ça dépend des espèces. Il y a une plante, pour la petite histoire, appelée éphémérophyte. C'est des plantes qui ont une durée de vie tellement courte que pour s'adapter au manque d'eau, ces plantes-là, en moins de 2 semaines, leur graine parvient à germer, à donner une plantule qui va fleurir, donner des fruits et mourir en moins de 2 semaines pour rester à l'état de graine et supporter la saison défavorable à l'état de graine. Donc les plantes trouvent également des stratégies. D'autres, comme l'oignon, restent à l'état de bulbe pendant la période défavorable. D'autres également vont se débarrasser de leurs feuilles en période défavorable parce que la feuille également, si elle permet à la plante d'avoir sa nourriture, ces feuilles font perdre également à la plante de l'eau.
Et quand l'eau manque, il faut trouver des stratégies pour réduire les pertes d'eau. Et donc, certaines plantes ont comme stratégie de se débarrasser de leurs feuilles en période défavorable. Le candidat ou la candidate, il est évalué dans quelle mesure? Quand c'est une leçon qui porte sur la reproduction chez les spermaphides, qu'est-ce qu'on lui demande? Si vous jetez un coup d'œil rétrospectif sur les 30 dernières épreuves du bac, les parties qui ont été les plus sollicitées, c'est essentiellement l'organisation de la fleur que nous sommes en train de faire ici. La démonstration comme ça, Voilà. reproduire, oui. Oui, mais donc l'organisation de la fleur, on leur demande de restituer, de décrire, de rappeler l'organisation de la fleur, Oui. de faire ce schéma de cette fleur. Ensuite, autre partie qui est très sollicitée également, c'est la formation du sac embryonnaire et du grain de pollen, c'est-à-dire la formation des structures dans lesquelles se différencient les gamètes. Donc, si je simplifie, je peux dire la formation des gamètes mâles et la formation des gamètes femelles chez les plantes. Ensuite, la fécondation, la formation de la graine et la formation du fruit. C'est ces parties qui sont les parties les plus sollicitées. Voilà. Et l'élève doit maîtriser ces parties-là. Absolument. Les parties les plus importantes Voilà. en ce qui concerne la reproduction chez les spermaphides. Et Mais, quelles sont les erreurs à éviter, par exemple? Les erreurs, vous aviez corrigé, recorrigé des copies en ce qui concerne la reproduction chez les spermaphides. Quelles sont les erreurs qui reviennent le plus comme un leitmotiv très souvent, oui. Une erreur qui me fait sourire, Oui. c'est que très souvent, les élèves confondent l'ovule des plantes à l'ovule des animaux. Pourquoi? Parce que chez les animaux, et depuis leur plus tendre enfance, pour eux, l'ovule, c'est le gamète femelle. Et effectivement, chez les animaux, l'ovule est le gamète femelle. Et nous parlons beaucoup plus souvent des animaux que des végétaux. La preuve, dans ce programme de la terminale S2, c'est un seul thème, c'est près de 13 thèmes, il n'y a qu'un seul thème qui est consacré exclusivement aux plantes. Donc, si bien que nous faisons beaucoup plus l'étude du fonctionnement des organes des animaux, et donc, chez les animaux, le gamète femelle s'appelle ovule. Mais chez les plantes, on va parler d'ovule, mais l'ovule n'est pas le gamète femelle. L'ovule est plutôt la future graine, ce qui va donner la graine. Et dans une graine, il y a une petite plantule, ensuite l'équivalent de biberon qu'on appelle cotylédon, c'est-à-dire ce qui va nourrir au départ la petite plantule, le temps qu'elle fabrique, qu'elle produise des racines, qu'elle ait des feuilles fonctionnelles. Donc en attendant, elle va utiliser les réserves que sa maman, entre guillemets, a mis à sa disposition. Et ce sont ces réserves que nous utilisons quand nous consommons des graines d'arachide, quand nous consommons du riz. C'est les réserves qui étaient destinées au bébé de la plante, c'est-à-dire à la petite plantule. Quand vous brisez une graine d'arachide, vous voyez à l'intérieur une toute petite plantule pour ceux qui savent observer. Et en classe, on imbibe, on fait prendre de l'eau à ces graines. Ensuite, quand elles deviennent molles, vous ouvrez, vous voyez la jeune plantule qui semble dormir, attendant tout simplement qu'il y ait de l'eau. Donc, ce sont des erreurs à éviter. Oui, la différence entre l'animal et... Oui. Ça, c'est une erreur. Quelle autre erreur? C'est l'erreur la plus courante que j'ai vue. Une seconde erreur, et là aussi je comprends les élèves, c'est des confusions dans le vocabulaire, dans le lexique. Ah oui, c'est très latino-grec. Oui, il y a beaucoup de mots nouveaux pour eux. Rien qu'au niveau de la fleur, ils se retrouvent avec près d'une dizaine de mots nouveaux, et il y en aura encore d'autres. Cela aussi les déstabilise. Mais, quand même, il est possible de retenir l'essentiel, même si certains termes, hélas, sont un peu rébarbatifs. Mais chaque discipline a aussi son lexique.
Merci, Voilà. professeur, Ouais. de nous avoir expliqué la reproduction chez les spermaphites, même si le temps est un peu court. Mais vous revenez la semaine prochaine, nous allons parler de quoi pour le cours des SVT? Pour le cours prochain, j'aurais préféré que nous commencions la génétique. La génétique. La génétique. C'est plus difficile, c'est ça? Enfin, c'est une équation pour difficile. certains élèves, c'est un peu difficile, mais en vérité, la génétique, à mon avis, est très accessible pour les élèves. Elle est très accessible. Si on y va pas à pas, on va se retrouver, c'est que toute la génétique est liée. Et donc, si vous comprenez la base, vous vous retrouvez pour tout le reste. Vous ratez la base, malheureusement, ça déteint sur la compréhension de tout le reste. Mais c'est un chapitre passionnant parce que tout le monde aimerait savoir qu'est-ce qu'il reçoit de son père, qu'est-ce qu'il reçoit de sa mère, comment il va transmettre ça à ses enfants, pourquoi parfois, au lieu de ressembler à ma mère ou à mon père, je ressemble à mon grand-père ou à mon arrière-grand-père. Toutes ces questions trouveront leur réponse dans l'étude de la génétique. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Et donc, ne ratez pas le prochain cours. On parlera de la génétique avec le professeur Joseph Niane, professeur de sciences de la vie et de la terre. Ce sera dans e-école, l'école chez vous, du lundi au vendredi. C'était le dernier cours de la semaine. Nous avions fait des matières littéraires, mais également des matières scientifiques, comme la physique et la chimie, et également les mathématiques. E-école, c'est comme ça, c'est du lundi au vendredi sur ITV à partir de 10h10. Mais dans quelques instants, nous allons accueillir un partenaire, j'aurais dire même un partenaire pour la plus grande diffusion de cette émission e-école. C'est dans quelques instants, d'ici une poignée de minutes, c'est vous permettre de plus recevoir les cours que nous faisons ici et ce seront disponibles dans la plateforme Teams où nous aurons M. Dramé pour nous expliciter tout cela. C'est dans quelques minutes et suivez nos programmes sur ITV et surtout, restez chez vous.